Au début du XXe siècle, le Maroc, une nation à l'histoire millénaire, se retrouve sous le joug du protectorat français. En 1927, un jeune homme de 18 ans, Sidi Mohamed Ben Youssef, monte sur le trône. Les autorités coloniales pensent avoir trouvé un souverain docile et malléable, elles se trompaient lourdement. Car derrière le jeune sultan se cachait une volonté de fer et un amour profond pour son peuple, une volonté qui allait changer le cours de l'histoire. Cette bravoure n'était pas nouvelle. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que le régime de Vichy voulait imposer ses lois antisémites, le sultan Mohamed V s'y est opposé avec force. « Il n'y a pas de juifs au Maroc, il n'y a que des sujets marocains », a-t-il déclaré, refusant de livrer ses compatriotes de confession juive. Cet acte de protection a scellé un pacte indéfectible entre eux, le monarque et toutes les composantes de son peuple. Pendant des années, le sultan collabore avec le mouvement nationaliste naissant, préparant le terrain. Le moment décisif arrive le 9 avril 1947. Le sultan se rend à Tanger, une ville au statut international, une tribune parfaite pour un message universel. Dans un discours historique, il ne mentionne pas la France, mais parle d'un Maroc unifié, lié au monde arabe et, pour la première fois publiquement, il appelle à l'indépendance totale du royaume. C'était une déclaration de guerre pacifique, un défi direct à l'autorité coloniale. La réponse française au nationalisme grandissant fut brutale. Le 20 août 1953, jour de l'Aïd al-Adha, les forces coloniales arrêtent le sultan et sa famille. C'est la déposition suivie de l'exil forcé. D'abord d'Aine-Corse, puis à Madagascar. Un sultan fantoche, Mohamed Ben Arafa, est placé sur le trône. Loin d'éteindre la flamme, cet acte l'a attisé pour en faire un incendie. La révolution du roi et du peuple éclate. Le peuple refuse de reconnaître l'usurpateur. La résistance s'organise, des manifestations au boycott jusqu'aux opérations armées. Une légende populaire raconte même que le visage du sultan exilé apparaissait sur la lune, symbole d'un lien mystique que rien ne pouvait briser. En 2 ans, le Maroc devient ingouvernable. La France est contrainte de négocier. Les pourparlers d'Aix-les-Bains mènent à l'inévitable, le retour du souverain légitime. Le 16 novembre 1955, Mohamed Sigari atterrit à Rabat. Il est accueilli par des millions de personnes dans une ferveur indescriptible. C'est le triomphe de la volonté d'un peuple uni à son roi. Quelques mois plus tard, le 2 mars 1956, le traité de Fès est abrogé. Le Maroc est officiellement indépendant. Du sultan, il devient roi, mais pour Mohamed V, la fin du protectorat n'est qu'une étape. Il annonce le début du plus grand djihad, la construction d'un Maroc moderne et souverain. Il lance la création des forces armées royales, établit une monnaie nationale, le dirham, et jette les bases d'un état de droit avec un projet de constitution. Il œuvre sans relâche pour unifier le pays et le projeter dans le futur. Le 26 février 1961, le roi Mohamed Sikidar s'éteint soudainement, laissant une nation en deuil mais un héritage éternel. Son fils, Hassan II, poursuit son œuvre mais le socle, celui d'un Maroc libre,